le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'inclusion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour traiter le thème de la SEPH, la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi de voir comment on peut faire évoluer le taux d'emploi direct. C'est l'occasion de rencontrer des organismes de sécurité sociale qui se sont organisés pour améliorer leur taux, mais aussi qui sont venus nous livrer des bonnes pratiques en matière d'organisation de la SEPH. Pour en parler, nous accueillons Rachida Aylas, consultante RH à la direction régionale de l'URSSAF Lorraine et référente handicap territorial Grand Est. Bonjour Rachida. Bonjour Simona. À distance, nous avons Véronique Herry-Bougreau, directrice générale de la CAF du Rhône. Bonjour Véronique. Bonjour Simona. Et comme d'habitude, vous avez la possibilité d'échanger avec nous via le chat. Ne soyez pas timide, on attend vos questions. Dans ce même chat, vous pourrez avoir l'opportunité de retrouver des liens qui sont mis à disposition en fait, par notre modératrice, Cathy, qui est derrière l'ordinateur. Rachida, l'URSSAF Lorraine a vu une évolution du taux d'emploi direct notable. Et pouvez-vous nous raconter le contexte dans lequel tout ça s'est organisé? Très bien. Écoutez, merci Simona déjà de me donner cette opportunité de partager l'expérience de l'URSSAF Lorraine avec l'ensemble des collègues des autres organismes de sécurité sociale. Cette expérience qui nous a permis à l'URSSAF Lorraine de voir notre taux d'emploi des personnes en situation de handicap évoluer. Alors, juste avant, peut-être 3 éléments de contexte à rappeler. Des résultats qui n'étaient pas forcément au rendez-vous, qui n'étaient pas à la hauteur de l'objectif, qui est de 6% d'emploi des personnes en situation de handicap. Ça, c'était le premier élément de contexte que je voulais rappeler. Le deuxième élément, c'est la loi de 2018, la loi du 5 août 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, avec ces modifications sur les modalités de calcul de ce taux d'emploi, et puis ces incertitudes. Et puis le troisième élément de contexte, c'est celui d'une vraie volonté à l'URSSAF Lorraine de faire évoluer nos politiques RH en matière d'inclusion en lien avec le protocole d'accord QVT qu'on venait de signer en 2019. Et justement, donc, dans ce contexte, vous êtes parti chercher un partenaire externe, la GFIP, pour vous faire accompagner. Comment ça s'est passé? Alors oui, effectivement, j'allais dire tout a démarré là. On a sollicité la GFIP pour avoir un diagnostic qui est le premier élément indispensable avant de mettre en place une stratégie au niveau de la question du handicap. Donc le diagnostic a été mené par une association, une structure indépendante, mais entièrement financée. Ce diagnostic a été entièrement financé par la GFIP, ça c'est important de le souligner. Deuxième élément important de souligner, le diagnostic c'est bien, mais le plan d'action qui en découle, c'est encore mieux évidemment. Un plan d'action précis qui nous a été livré à l'issue de ce diagnostic, articulé autour de 4 axes. Le premier, c'est celui de la structuration d'une vraie politique handicap. Le deuxième, c'est celui de la sensibilisation du personnel sur la question du handicap qui était totalement nouvelle à l'époque des faits. Et puis, le troisième axe, c'est celui du recrutement. Et enfin, le quatrième axe, c'est celui du maintien dans l'emploi. Super, c'est une belle structure. Et comment vous l'avez incarné concrètement, en fait, ces actes-là, comment ils se sont déployés au sein de votre organisme, par quoi vous avez commencé et quelles sont les belles évolutions en fait internes? Alors, le premier élément indispensable, c'était celui de structurer la politique handicap. C'est bien de l'imaginer, mais c'est encore mieux de la structurer avec... le premier pilier de cette structuration, c'était celui de pouvoir sensibiliser le premier échelon, qui est celui du comité de direction. Quand la direction est convaincue, j'allais dire, le personnel, c'est plus simple. Donc, premier élément de cette structuration, c'est celui de la sensibilisation du comité de direction. Ensuite, on a nommé à l'époque une référente handicap, moi-même, qui a eu le plaisir de suivre une formation
qui a eu le plaisir de suivre une formation qui était de très très bonne qualité. D'ailleurs, je le souligne, hein, puisque c'est une formation UCANS qui était à l'époque dispensée par l'Institut 410 et dont le titre était Créer une politique handicap au niveau local. Cette référente handicap, elle a suivi une formation, elle a suivi cette formation et puis on a communiqué en interne sur ses missions. On l'a fait connaître au niveau du personnel. Vous avez rendu visible du coup le rôle, ton rôle. Oui. Parce que c'était toi qui as suivi la formation. La formation, pour rappel, ça fait partie des outils que la mission handicap met à disposition pour tous les organismes. Donc, parmi les différents outils, et Rachida a pu en utiliser certains, on retrouve aussi ces dispositifs de formation qui sont encore aujourd'hui livrés par l'Institut 4.10 et qui, effectivement, ce sont des outils qui ont été créés au moment de la convention, au moment où nous avons signé la première convention avec la GFIP. Là aussi, nous avons dit comment on crée une dynamique nationale, interbranche, et la première chose, c'était former, piloter. Et donc, la même chose, on voit qu'il y a une certaine logique de la part de la GFIP d'utiliser les bonnes clés de succès à appliquer, que ce soit au niveau d'une branche, que ce soit au niveau local d'un organisme. Donc, le pilotage, très important. Tout à fait. Et après, vous êtes passé à la sensibilisation, c'est ça ? Tout à fait. Et sur cet axe-là ? Alors, sur la sensibilisation, en fait, la sensibilisation, elle a porté sur deux objets principaux. Les représentations du handicap. Il faut rappeler qu'on partait de rien du tout au sein de l'organisme. Donc, en fait, on a dû se concentrer sur la sensibilisation du personnel, sur les représentations du handicap. Ça, c'était le premier axe de sensibilisation. Et le deuxième axe, c'était celui de la RQTH. Il s'agissait de parler de plus en plus de la RQTH et d'expliquer de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour parler de la sensibilisation, en fait, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on s'est concentré sur des événements à envergure nationale, tels que la SEPH, que tout le monde connaît, la Semaine du handicap qui a lieu tous les ans au mois de novembre, avec des actions fortes de communication 2020-2021. On répète ces actions de communication, mais vraiment, voilà, on s'était amplement concentré sur 2020-2021. On profite aussi de la visibilité de tous les acteurs du handicap, la GFIP, mais également le site Activateur de Progrès. Et puis, donc, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on communique en interne, ça je l'ai déjà dit, mais on communique aussi en externe. On met en place une politique handicap, on met en place une stratégie, on en parle, on le fait savoir en interne et on le fait savoir en externe. Ça, c'est important que tout le monde ait conscience de ce qu'on a mis en place au sein de l'organisme, avec des formats de communication, de sensibilisation très diversifiés. Voilà, j'ai en tête une série d'actions qu'on a mis en place, une série d'actions de sensibilisation depuis quelques années maintenant. On va en citer quelques-unes, peut-être les plus importantes, des ateliers, des webinaires sur la RQTH, des témoignages évidemment d'agents qui sont en situation de RQTH et qui auraient bénéficié d'un aménagement du poste de travail. Les ateliers ludiques, celui-là, il a une place toute particulière dans mon esprit parce que, j'allais dire, c'est un point de démarrage à la sensibilisation. Il s'est passé quelque chose, j'allais dire, dans l'esprit de nos collègues, dès lors qu'on les avait invités à participer à cet atelier ludique de petit déjeuner en aveugle. En fait, on a mis en situation nos collègues en situation de handicap. Même moi, à titre personnel, j'avoue que j'ai été bouleversée, effectivement, et je me suis dit, ah oui, d'accord, le handicap, c'est ça. Donc, effectivement, ça a un réel impact sur le quotidien, et notamment le quotidien professionnel. On a évidemment tous les quiz, les challenges sportifs, photos, etc. Et puis, bien évidemment, ce que tout le monde connaît, le duo D, qui a lieu tous les ans et qui rencontre un certain succès au sein de mon organisme, le duo D, mais pas seulement. Donc le duo D que tout le monde connaît, mais on a aussi expérimenté le duo D inversé. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois-ci, il ne s'agissait pas pour des stagiaires en situation de handicap de venir à notre rencontre, mais l'inverse.
C'est-à-dire qu'on a été invité par une entreprise de travail adaptée à aller à leur rencontre pour nous rendre compte de leur environnement de travail, de leur quotidien, etc. Donc ça c'était vraiment très intéressant puisqu'on a fait bénéficier de cette action certains de nos collègues. Et puis, sur la sensibilisation, je terminerai par l'axe des formations obligatoires. On a rendu obligatoire un certain nombre de formations pour les managers, qui est celle du management de la diversité. Pour les collègues, comment je travaille avec un collègue en situation de handicap. Et puis également pour les services qui est accueil du public, la relation quotidienne par exemple, avec la formation accueillir un public handicapé. Voilà pour l'axe de sensibilisation. 2 mots quand même de l'axe du recrutement des personnes en situation de handicap, les stagiaires qu'on accueille au sein de notre organisme dans le cadre particulier d'une convention qu'on avait signée avec la FAGER, la Fédération des établissements de réadaptation des personnes en situation de handicap. C'est une convention qu'on avait signée, qui a duré 3 ans. Et puis, on participe à des salons emploi handicap. Et ce qu'on a fait aussi sur l'axe du recrutement, c'est qu'on a fait évoluer nos offres d'emploi. On les a rendues plus handi-inclusives. On y a apposé le logo organisme handi-inclusif. Et puis, on les a rédigées de manière à ce qu'elles donnent envie, à ce qu'elles parlent particulièrement aux personnes en situation de handicap. Et puis, axe très important relatif aux offres d'emploi, lorsqu'on accueille un nouveau salarié, lors de l'entretien de recrutement ou juste après, au moment de son accueil, on aborde systématiquement la question du handicap et la question, bien évidemment, le cas échéant, de son aménagement de poste nécessaire. Et enfin, sur le maintien dans l'emploi, on cite bien évidemment toute la question des aménagements de postes de travail qui, à l'URSSAF-Lorraine, sont réguliers, coûteux, on doit dire qu'ils sont coûteux, et qui sont réalisés systématiquement lorsque les salariés ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et puis enfin, sur le maintien dans l'emploi, j'ajouterai juste pour terminer que comment on détecte cette nécessité de maintien dans l'emploi, et bien notamment au travers du suivi de l'absentéisme qu'on fait au sein de mon organisme, en proposant, dans le cadre des entretiens qu'on propose aux salariés qui sont absents depuis plus de 30 jours, on leur propose des entretiens de liaison, et puis les entretiens de reprise du travail, bien évidemment, qu'on propose dans les cas qui sont prévus par la loi. Dans ces 2 cas-là, on aborde la question de l'arrêt de travail, de l'absentéisme, de la maladie, et puis, bien évidemment, la question du handicap, la question de la RQTH et potentiellement la question de l'aménagement de poste. Voilà pour les 4 axes. Donc, un grand travail. Oui, effectivement. Effectivement, tout ce grand travail, on le voit à l'écran. Là, on a l'évolution du taux. Le résultat, est-ce que tu peux nous le raconter, un chiffre ? Oui, alors effectivement, elle est assez parlante, cette diapositive, et puis je dois dire qu'on en est assez fiers quand même. En fait, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre une évolution du taux d'emploi des personnes en situation de handicap, mais pas que. Elle montre une évolution en fait qui est en parfaite adéquation avec, d'une part, le diagnostic qu'on a mis en place, je le rappelle, qui a été financé entièrement par la GFIP, donc en adéquation avec ce diagnostic, et puis d'autre part en adéquation surtout avec toutes les actions qu'on a mises en place et que je viens de citer. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Un mot de nos perspectives, parce que c'est bien beau, vous le constatez à la lecture de cette diapositive, le taux est plutôt bon, puisqu'on en est plutôt fiers, puisqu'on est passé en 10 ans de 4,5% à 14% à ce jour, à peu près, aux dernières estimations. Donc, on en est quand même plutôt fiers. Et nos perspectives, elles sont les suivantes. Bien évidemment, c'est de maintenir notre taux le plus longtemps possible, en tout cas, je l'espère. Et puis, donc, de capitaliser sur les différentes actions qu'on a citées, et puis les poursuivre.
Et puis je terminerai juste cette intervention par notre défi en fait, c'est celui de normaliser et de détabouiser cette question du handicap et de l'inscrire totalement et de manière pérenne dans les politiques handicap. On doit faire vraiment de cette question du handicap une question normale finalement, qui n'est pas un frein, ou en tout cas qui doit être le moins possible connoté, qui doit être le moins possible un frein et qui doit faire partie intégrante de notre politique de l'inclusion qui est en permanence progression. Voilà. Merci Rachida. Vous faites partie de ces organismes qui se sont engagés avec l'appui de la GFIP et qui a été un appui important de ce qu'on remarque parce qu'en fait a permis toute cette dynamique de la politique handicap et vous avez fait appel aussi aux outils de la mission handicap. On est content parce que ça signifie qu'ils ont été utiles à votre niveau et c'est l'objectif. Pour aller plus loin, dans le chat, en fait, vous trouvez le lien du replay de l'émission « Quel partenaire à l'appui de votre politique handicap ?» ainsi du coup que la présentation de l'offre de services à GFIP. Et maintenant, j'échangerai avec Véronique, donc Véronique la CAF du Rhône. Vous avez décidé lors d'une SCPH d'explorer l'univers des DIS, donc la famille des dyslexiques, et des TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Pourquoi ce choix ? Alors Simona, d'abord merci de m'avoir invitée et de parler de ce choix. Ce choix il s'inscrit dans une tradition aussi de la CAF du Rhône. Alors comme la collègue qui a parlé juste avant moi, vraiment d'inscrire la politique de handicap vraiment dans la politique des ressources humaines de la CAF. Depuis déjà de nombreuses années, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas le taux de l'URSSAF, mais on a 12% de nos salariés qui sont en situation de handicap. Et c'est un taux qu'on maintient depuis une petite vingtaine d'années. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc ce choix sur les 10 et le TDAH, il est arrivé assez naturellement finalement parce que les 10 et le TDAH, ça représente quasiment 10% de la population. Ce sont des troubles d'abord qui ne sont pas très connus. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais ils ne sont pas très connus. Ils sont effectivement un peu ignorés, parfois pas bien détectés. Et 10% de la population en France, ça veut dire en gros 10% de notre population salariée. Et sur une caisse de 1000 salariés, ça veut dire potentiellement 100 salariés qui sont concernés. Alors qu'ils sont concernés de près ou de loin parce que effectivement, soit ils sont eux-mêmes affectés par ces troubles, soit ils peuvent avoir des enfants ou des proches affectés. Donc en fait, on voulait un petit peu casser les stéréotypes et puis lever les idées reçues et puis mieux faire connaître finalement ces troubles qui sont des troubles du quotidien, qui affectent le langage, qui affectent la coordination, l'apprentissage et qui sont parfois invisibles. Donc voilà, donc on voulait justement les rendre visibles dans l'entreprise. Très bien. Et comment ça s'est organisé, cette sensibilisation ? On en a parlé avant cette émission. Vous avez décidé de lancer un appel en interne à témoignage. Oui. Et ça, bien en amont de la SCPH. Donc, vous l'avez vraiment prévu à l'avance. Et comment ça s'est organisé ? Oui, alors plusieurs mois. Alors, on a un référent handicap qui est très, très actif, Anthony, chez nous. Et donc, avant l'été, il a lancé un appel à volontaires pour recueillir des témoignages internes parce qu'on voulait que ce soit vraiment quelque chose d'incarné. C'est pas forcément simple, parce que ça veut dire effectivement parfois révéler, parfois montrer quelque chose que les collègues ne connaissent pas. Donc, c'est pas forcément évident. Et finalement, on a eu une dizaine de personnes qui ont répondu. Alors, qu'elles soient, elles, concernées par ce trouble, par ce handicap, ou qu'elles aient des proches qui soient concernés. Et après, donc avec le service communication, le service RH, le service de santé au travail, il y a eu tout un travail pour notamment faire une campagne d'affichage qui est intitulée « Dis-nous qui tu es ». Mais le « dis-nous », c'était D-Y-S. Donc c'est le « dis-nous qui tu es ». Et donc on va avoir une affiche à l'écran par rapport à ça. Alors moi je ne la vois pas, mais j'espère que vous la voyez. Elle est là. Parfait. Et donc cette campagne, elle mettait en avant des témoignages de salariés qu'on côtoie tous les jours, avec beaucoup de sensibilité, j'allais dire, et beaucoup d'authenticité. Donc on a diffusé ces affiches en interne dans nos locaux, sur notre intranet. On a même fait une campagne sur LinkedIn en octobre. Et puis pour aller plus loin, ensuite on a proposé un quiz
sur notre intranet, histoire un petit peu d'attiser la curiosité de nos collègues et puis d'amorcer aussi les échanges avant même la tenue des animations qui ont lieu donc en novembre. Donc le quiz, vous m'avez indiqué qu'il y a un quiz issu des outils de la mission handicap. Donc c'est un quiz issu de l'outil HandiPasseport. Vous avez utilisé que la partie pour les 10. Oui. Voilà. C'est ça. Ça a été un plus de pouvoir vous appuyer sur cet outil-là et ça a été utile pour les collaborateurs. Et puis comment se sont organisées les animations, parce que vous nous avez parlé du quiz et des animations. Oui. Donc, on voulait en savoir un peu plus. Oui. Alors, le quiz, il a permis, en fait, déjà de sensibiliser, j'allais dire, d'acculturer un peu. Hein. Donc, c'était simple, c'était un petit format court, 10 minutes. Donc, c'était assez, je veux dire, efficace hein, pour introduire la thématique. Et donc, ça a permis à nos salariés de se familiariser finalement avec les troubles avant les animations. C'était une porte d'entrée un peu ludique. Voilà. C'était pédagogique, c'était ludique. Ça permettait de se mettre dans la peau d'une personne qui était concernée. Et puis, la semaine, pendant la SEPH, on a organisé des stands. Donc, on avait 5 stands, c'était des animations. C'était en collaboration avec une association lyonnaise qui s'appelle Distinguons-nous. Pareil, le 10, il y a un Y. Hein. Distinguons-nous. Voilà. Et donc, service de santé au travail, service RH, le référent handicap, cette association, la com. Enfin, je veux dire, on a fait vraiment quelque chose de très animé, très ludique. Et en même temps, donc, on avait des ateliers qui étaient très immersifs, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des jeux d'expérience. Donc, on pouvait se mettre dans la peau de quelqu'un qui est affecté par un trouble 10 ou par un TDAH. Donc, le TDAH, vous aviez par exemple des vidéos qui effectivement révélaient si à un moment donné vous aviez un trouble de l'attention ou pas. Parce qu'il y avait un petit personnage qui passait derrière et finalement, si vous le voyez, c'est qu'il y avait un petit trouble de l'attention. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de boutonner une chemise avec des gants. C'est très compliqué. Donc, voilà, on peut comprendre que les dyspraxiques ou les gens qui ont des troubles de la coordination ou de lire un texte comme un dyslexique. Et là, vraiment, se mettre dans la peau donc de quelqu'un qui est affecté par ce handicap, c'est vraiment extrêmement révélateur parce qu'on peut en avoir une idée, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, il y a eu ces ateliers et puis on a aussi distribué un petit livret qui était sous forme de BD, qui était réalisé par l'association Distinguons-nous. Et ça explique en fait les troubles, ça explique donc les impacts et puis les solutions possibles. Donc, on a fait de quelque chose qui peut être mal vécu, qui peut être, voilà, c'est un handicap, quelque chose d'accessible, quelque chose qui a permis effectivement de mieux comprendre parfois ce que vivent les collègues, soit en tant que personne, soit parce que parents ou proches de quelqu'un qui souffre d'un de ces handicaps. C'est une action qui a été bien acceptée par les collaborateurs. Quelle est en fait en quelque sorte l'utilité concrète pour tout le monde? Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence? Oui, ça a été très apprécié déjà. On a eu plus d'une centaine de personnes qui sont passées sur les stands. Donc, c'est quelque chose vraiment qui a été apprécié parce qu'effectivement, il y avait cette mise en situation. Donc, ça, c'était quelque chose de parfait. Et puis, ils ont pu voir les conséquences vraiment pratiques dans le quotidien. Voilà, quelqu'un qui a des difficultés de lecture, de tenir un stylo, etc. Et puis, ça a eu un vrai impact humain finalement parce qu'il y a des personnes d'abord qui ont pu échanger sur des choses dont ils ne parlaient pas forcément. Ils ont échangé entre eux, ils ont échangé avec l'association. Certains sont allés vers une reconnaissance, donc ont engagé des démarches sur la reconnaissance du handicap. Et puis, il y a des parents qui ont pu échanger aussi ce qu'ils vivaient parfois avec leurs enfants. Donc, en fait, au-delà de l'aspect pédagogique, de l'aspect de sensibilisation, moi, je trouve que ça a été quelque chose de profondément humain. Voilà, ça a été quelque chose de très sensible, de très utile et de très humain et qui a permis aux personnes de discuter de choses dont on ne discute pas forcément facilement. Donc oui, une belle aventure et je remercie tous mes collègues en interne qui ont vraiment travaillé sur cette animation. Et merci à vous, Véronique, déjà d'une d'être un plateau aujourd'hui avec nous, même si à distance, mais aussi pour votre engagement, parce qu'on le sait et on l'a vu déjà avec le témoignage de Rachida, une direction engagée permet en fait à un référent handicap de mieux pouvoir appliquer un certain nombre de sensibilisations, de porter des formations, de livrer des messages, et ça démarre toujours par la direction. Donc là, vous nous montrez un très bel exemple d'engagement de la part de la direction de votre CAF. Merci beaucoup. Du coup, là, la première séquence se termine déjà.
Je regarde si vous avez posé des questions. Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Oui, il y en a une. D'accord. Elle n'est toujours pas arrivée. Alors, on me suggère les questions. Il y en a deux, c'est ça, Antoine? Donc, la première question, c'est pour Rachida, si j'ai bien compris. Et c'est... Ah, c'est la même question, d'accord. Alors, tu me la répètes, la première? Comment avez-vous concrétisé l'engagement de la politique handicap avec votre direction? Donc, j'imagine... Est-ce qu'il y a eu un document spécifique en fait pour concrétiser cette démarche ou le diagnostic, le plan d'action a suffi? Donc, quelle a été la relation avec la direction en fait pour mettre en place tout ça? Alors moi, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as remercié la CAF, si je ne me trompe pas, du Rhône, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Effectivement, merci à ma direction puisque... Ça commence par là. Hein. Donc la direction nous suit, porte ce projet depuis le début, depuis le démarrage des choses, il y a 10 ans maintenant. Et en fait, pour répondre précisément à la question, en fait, on a rédigé une politique handicap, donc un document en dur qui est diffusé, porté à la connaissance de l'ensemble des salariés. Mais j'allais dire, finalement, c'est pas le plus compliqué, hein, la rédaction de la politique handicap, si ce n'est ni plus ni moins qu'un document... de 2 pages qui est diffusé dans l'intranet local. Hein. Tout le reste, qui est beaucoup plus important, c'est toutes les actions qu'on a mises en place. Mais en fait, effectivement, pour répondre à la question, c'est formalisé au travers d'un document de politique handicap. Et ce document a été construit avec la GFIP. La GFIP, il est venu, a fait un diagnostic pour l'avoir vécu, moi, au niveau national. Ils accompagnent pour mettre en place le diagnostic. Donc le diagnostic, on rappelle, hein, dans un diagnostic, les phases sont plus ou moins toujours les mêmes. On a un recueil des informations de ce qui se fait déjà en local. Donc il y a d'abord savoir où vous en êtes par rapport à ça, les résultats, s'il y a déjà des documents, des accords internes. Voilà, là notamment, il y avait une mission handicap nationale qui vous fournissait des outils, donc voir qu'est-ce qui est mis à disposition. Après, il y a des interviews avec la direction, les managers, parfois les collaborateurs, le référent handicap pour savoir comment ça se structure. Et après, il y a un document qui est livré à la fin avec les préconisations. J'imagine, c'était le plan d'action. C'est le plan d'action. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a permis de construire notre plan d'action. Et c'est le plan d'action avec une note en fait de la politique handicap qui a été présentée à la direction pour pouvoir après. Effectivement, les actions en fait, le plan d'action a été présenté à la direction, lequel a validé l'ensemble des actions qui ont été reprises au travers de ce document politique handicap, donc qui formalise toute cette stratégie, cette politique handicap qu'on a mis en place. D'accord. Mais en fait, je dois ajouter quand même que le handicap, c'est vraiment une question qui fait partie intégrante maintenant de notre culture, en fait. Le handicap, c'est plus une question taboue, c'est plus un gros mot à l'Ursa-Florène. J'avoue qu'il y a 10 ans, quand on a démarré, le handicap, personnellement, on a tous une idée. On a des biais, en fait. Voilà, on a des biais, on en a une idée. Effectivement, on en a des biais, ça, faut le reconnaître. On a tous des biais, ça c'est un premier pas. Il faut reconnaître qu'on a tous des a priori, etc. Donc, aujourd'hui, le handicap, les salariés viennent aisément. Il se passe le mot, les salariés viennent facilement maintenant voir la référente handicap. C'est un sujet qui fait partie intégrante de notre politique RH. Voilà. Eh bien, bravo, parce que c'est vraiment l'objectif. Et dans tous les cas, on a aujourd'hui un très beau taux moyen, c'est de 8,66% à la sécurité sociale. On a démarré en 2021 et à la suite de ce diagnostic qu'on a fait, on était à 5,5%. Cet effort-là, il est porté par les organismes. Hein, on le voit, la CAF du Rhône, ça fait 20 ans qu'ils sont à 12%. Vous avez eu une progression magnifique. C'est tout votre engagement qui permet cela. Et l'objectif, c'est vraiment que le handicap, ce n'est plus un gros mot, comme tu dis, Rachida. Et c'est que les collaborateurs, naturellement, vont en parler, que ce soit dès l'embauche,
On sait que les handicaps surviennent 80% au cours de la vie, donc ça peut être aussi dans la vie active du collaborateur, et que ce n'est pas un frein de se dire j'ai une difficulté, là je rencontre une difficulté de santé, je vais voir les RH, je frappe à la porte de l'RH, je vais voir le référent ou la référente handicap, j'en parle, et en fait c'est ce qu'on souhaite pour tous les organismes. En fait, on se rend compte que plus on en parle, en fait, les salariés viennent nous voir sans aucune difficulté, y compris les nouveaux salariés, en fait. Mais là, on parle du handicap, mais la QVT de manière générale, en fait. Le dispositif de proche aidant, etc. Enfin, là, je fais une toute petite digression, mais en fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire que tout passe par la sensibilisation, en fait, la communication, oui, c'est extrêmement important, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Et on a encore une question pour toi, Rachida. Ça concerne le recrutement. Quel niveau est-ce que vous visez certains niveaux? Est-ce que vous, la politique de recrutement, bien évidemment, c'est ouvert pour la totalité des postes, mais est-ce qu'il y a des niveaux où vous réussissez un peu mieux, en fait, et les types d'emplois aussi? Les niveaux, c'est-à-dire? Les niveaux d'embauche, en fait, des bacs plus 2, des bacs plus 5, des bacs pour les personnes qui ont une RQTH, en fait. Là où vous arrivez le mieux à recruter. On n'a pas défini, en fait, on n'a pas objectivé un niveau minimum requis, en fait. On se situe sur les compétences, en fait. Il n'y a pas de... le niveau est le même pour tous les agents. En fait, quand on fait du recrutement, on ne connaît pas à l'avance, d'ailleurs, le profil des gens. Bien sûr. Voilà, on ne le sait pas à l'avance. Donc, si vous voulez, au niveau de l'entretien de recrutement, il n'y a pas de distinction qui se fait. Il n'y a pas de distinction. Mais est-ce que tu as... Non, bien sûr, la distinction, il n'y en a pas et c'est très important qu'il n'y ait pas. Mais est-ce que dans ces années que tu as passées en tant que référente handicap, est-ce que tu as vu qu'il y a plutôt certains postes qui sont facilités? Je pense que c'était ça la question qui nous est parvenue. Des niveaux et des emplois, je ne sais pas, plutôt administratifs, plutôt... d'un autre type de... C'est un peu pareil, en fait. Je suis en train de réfléchir comme ça, mais à chaud, mais non. Enfin, personnellement, moi, je n'ai pas noté de particularité par rapport à ça, en fait. D'accord. Ouais. Bon. Donc, c'est sur tous les niveaux et tous les types de postes, sans différence. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Rachida. Merci, Simona. Merci, Véronique, d'avoir été là. Nous passons sur la deuxième séquence. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Nous passons sur la deuxième séquence de l'émission et je vais accueillir ici sur le plateau Audrey Assaya. Elle est responsable RH à l'UGCAM PACAC. Elle est aussi référente handicap territorial Grand Est. Bonjour, PACAC, excusez-moi, et référente territoriale PACAC. Bonjour Audrey. Bonjour Simona. Ainsi qu'on accueille Hélène Bernol. Alors Hélène Bernol, vous êtes service santé QVCT, SST et handicap au département RH de la DRSM Grand Est. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Simona, bonjour Audrey. Et une DRSM qui aujourd'hui bascule vers le réseau des CEPAM. Oui. Donc merci de venir ici sur notre plateau, sur la casquette encore DRSM. Avec plaisir. Audrey, vous êtes devenue une spécialiste du DOD. Avec vous, on parle de DOD. Et depuis combien de temps vous êtes en charge de cette journée qui aujourd'hui arrive chaque année? En fait, elle se produit le jeudi de la semaine européenne pour les personnes en situation de handicap. On a commencé notre premier DOD en 2020. On a réussi... Dans un contexte très particulier. Dans un contexte très particulier à l'époque. Donc, effectivement, pas beaucoup d'inscriptions. On a quand même réussi à accueillir quelques stagiaires. Ça a été un déclic. Ça a été aussi une action qui a été fortement valorisée par la direction générale, par la direction des ressources humaines et par toutes les directions d'établissement, ainsi que les fonctions support. Donc, toutes nos directions se sont mobilisées pour communiquer envers les salariés afin qu'il y ait une mobilisation importante. L'inclusion, nous, c'est une valeur qui est très importante au niveau de l'UGCAM. Et évidemment que nos collaborateurs se sont sentis
engagés dans cette journée. Et au fil des ans, effectivement, on arrive à concrétiser de plus en plus de duos, on arrive à diffuser de plus en plus d'annonces. Et voilà, l'année dernière, on a diffusé une 40aine d'offres et on en a pourvu une 20aine. Aujourd'hui, on a commencé notre campagne en juillet et on a réussi, là, les derniers chiffres d'hier, on avait à peu près une 20aine d'annonces et une 10aine de duos concrétisés. Bon, je me mets à la place des autres organismes. Quelle est la recette secrète? C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, parce que j'ai eu écho de tout ce nombre de duodés et de binômes que vous arrivez à former. Et vous avez dû structurer un process interne. Dites-nous, comment concrètement vous arrivez à attirer autant de collaborateurs et qu'autant de binômes de l'autre côté? Alors, les collaborateurs, on a une forte mobilisation de la direction générale. Donc, les collaborateurs s'inscrivent pour participer à cette journée. Alors, quand vous dites forte implication... Alors, toutes les semaines, les chiffres sont remontés en codirect sur le nombre d'inscrits, les établissements qui participent. Et les directions sollicitent les établissements, les réseaux pour pour que ceux qui ne se sont pas inscrits puissent le faire et nous faire remonter au niveau donc, du service des ressources humaines. Et après, donc, effectivement, on a un process interne unique pour tous nos établissements. Et on va sur du temps collectif et du temps individuel. Et on a également nos annonces donc, qui sont diffusées. Nos annonces, elles sont simples. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le détail. On va aller sur la découverte d'un service, sur la découverte d'un métier. Et après, on s'adapte à la personne qui arrive. Donc, on s'adapte aux capacités de la personne et on va lui montrer tout ce dont elle a envie. Et on s'adapte tout au long de la journée. Les temps collectifs, donc on arrive, tout le monde arrive ensemble, que ce soit les stagiaires, les parrains-marraines, on a la direction qui est là également, la direction des ressources humaines. C'est vraiment un moment important. Tout le monde se présente. Donc déjà, il y a ce sentiment aussi où les stagiaires qui arrivent, des fois, ils sont un peu intimidés. Oui. Et donc là, c'est assez rassurant. On partage un petit déjeuner ensemble, c'est assez convivial. Après, on va sur la visite de l'établissement. Et là, on est dans des établissements de santé, tous nos salariés sont engagés et tout le monde vient à notre rencontre, en fait. On a les ergothérapeutes qui viennent directement présenter leur mission, nous expliquer. Et ce qui fait qu'en fait, les stagiaires, quand ils arrivent, ils vont par exemple venir découvrir le métier d'un secrétaire de direction. Et puis finalement, ils vont découvrir tout le fonctionnement d'un établissement de santé, que ce soit sanitaire ou médico-social, parce qu'ils vont aller à la rencontre de tous les acteurs. Et là, c'est super, parce qu'il y a cette émulsion qui se fait, et tout le groupe, finalement, est captivé par la transmission de nos collaborateurs qui sont fortement engagés sur cette transmission de savoir. C'est vraiment une très belle journée, on le sent, de la manière dont tu nous le racontes. Il y a quelque chose qui se passe en amont, qui se passe vraiment au moment de la rédaction de l'annonce. Tu m'en as parlé et c'est vrai que je me suis dit que c'est un savoir qu'il faut pouvoir transmettre. Comment tu structures l'annonce? Comment, dès là, tu attires en fait les personnes dans ton établissement? Alors, on va présenter l'organisme et après, on va faire 1 à 2 lignes sur le service concerné. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des années, on a un partenariat quand même assez fort avec les partenaires qui inscrivent les stagiaires. Et donc, on arrive à trouver les personnes qui ont vraiment cette appétence pour l'emploi demandé et on arrive à les inscrire, à les retenir sur nos missions dédiées. Il y avait quelque chose aussi que tu m'avais dit, j'insiste, parce que c'est quand même la petite recette qu'elle ne veut pas donner, Audrey. Ce sont des annonces en fait, qui ne décrivent pas la totalité du poste. C'est ça. On est sur la découverte en fait, d'un métier, d'un service. Par exemple, là, on va avoir la découverte d'un service, d'un plateau technique. On va avoir une personne dédiée
qui va aller faire le tour des services pour montrer l'ensemble des métiers de la famille rééducateur. Dans l'annonce, on va mettre que c'est la découverte d'un service de rééducation au sein d'un établissement de santé. On va pas raconter ce que va faire le stagiaire tout au long de la journée. Ni ce qu'elle fait la personne qui l'accueille normalement. Exactement. Donc, en fait, moi, de ce que j'ai pu en comprendre en échangeant avec Audrey, ces annonces épurées permettent à la personne en situation de handicap, qu'elle vient à la découverte d'un organisme, d'une structure, d'un métier, de mieux se projeter. Oui. Parce qu'en fait, il ne va pas trouver des points de blocage. Il ne va pas y avoir un frein en se disant j'ai peur de ne pas y arriver. De ne pas être en mesure de... Même si ce n'est que de la découverte. On a des stagiaires qui sont assez angoissés avant de venir parce que c'est nouveau. Ils viennent dans un milieu professionnel toute une journée. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment de leur faire une immersion avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et qu'il n'y ait pas de frein. Comme je le disais au début, on s'adapte. Si la personne elle a des difficultés avec l'outil informatique, on ira sur autre chose. C'est pas grave, on s'adapte. Oui. Et Audrey, vous faites partie de l'un de ces organismes de sécurité sociale qui sont engagés dans le DUOD. Bien évidemment, nous avons tout un réseau qui répond présent. Et pour rappel, l'édition 2024 a vu 154 organismes mobilisés et a permis la formation de 686 duos. C'est quand même beaucoup. Nous représentons 2% de la mobilisation nationale autour de cette thématique. Quels sont les bénéfices internes que vous avez constatés de tous ces duodés qui se forment, de tous ces binômes qui se créent, tantôt pour les collaborateurs que pour les personnes? Alors pour les collaborateurs, déjà c'est de partager les valeurs de l'UGCAM, c'est de faire l'inclusion, de transmettre un savoir, de donner du temps. Et pour les stagiaires, ils repartent avec vraiment une autre facette, une autre vision, c'est-à-dire qu'ils sont venus découvrir un service et finalement ils découvrent un fonctionnement global. Et quand on fait le rétex aux alentours en milieu d'après-midi, on se rejoint tous et on fait un rétex, que ce soit pour les stagiaires et pour les paramarraines, voir ce que eux, ça leur a apporté. Et là, il y a vraiment effectivement ce retour très positif. Ça peut permettre aussi de découvrir d'autres emplois pour les stagiaires et de découvrir, d'être vraiment en immersion totale, d'avoir la journée, comment ça se passe dans un établissement de santé et de voir un peu tous les acteurs. Effectivement, le fait qu'on soit des établissements de santé sanitaires, médico-sociaux, en général, les personnes qui arrivent faire leur stage connaissent déjà un peu ces milieux. Oui. Et ça leur permet de voir l'autre côté. Oui, très bien. Merci Audrey pour ce témoignage. Merci, pour rappel à tous les organismes, vous avez la plateforme DUOD où il faut, si vous le souhaitez, poster vos offres. Le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés aussi par l'association Indynamique avec qui on est partenaire. Et chaque semaine, j'extrais les offres au niveau national depuis la plateforme DUOD et j'adresse en fait vos offres à l'association Indynamique qui bénéficie d'une base de données d'étudiants à partir de 16 ans. Pour rappel, déjà à l'âge de 16 ans, on peut venir découvrir un métier. On peut commencer à se passionner pour la sécurité sociale dès l'âge de 16 ans et c'est pas plus mal parce que je pense qu'effectivement ce que tu dis Audrey, rencontrer des personnes passionnées, ça permet aussi de transmettre nos valeurs à l'extérieur et de montrer tout l'engagement que nous avons vis-à-vis des personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que nous accompagnons des politiques nationales très intéressantes et passionnantes. Donc venir découvrir nos métiers, c'est aussi ça, et ça se passe aussi par un DUOD, et du coup, n'hésitez pas à poster vos offres le plus vite possible. Vous avez le lien dans le chat. Hélène, oui, c'est votre tour. Oui. Nous avons vu pendant toute cette émission comment mettre à profit les outils de la mission handicap.
On a vu aussi comment c'est important d'avoir une direction engagée. Là encore, on a un autre exemple de direction engagée avec l'UGCAM. Grâce à l'implication de votre direction, et notamment peut-être de vous directement, vous avez fait évoluer un outil que la mission handicap a mis à disposition en 2020. On va le voir à l'écran. C'est l'outil Talent et Handicap. Donc, c'est un jeu de société, c'est un plateau. Ce jeu de société, normalement, il est en version dématérialisée, mis à disposition pour les organismes. On le trouve dans la communauté handicap sur le réseau, dans la banque documentaire. Parallèlement, on a aussi un jeu, c'est pas celui-là. On a aussi un jeu qui est physique, qui peut être mis à la disposition. Et vous, en fait, comment vous avez fait évoluer le jeu ? Alors en fait, avec ma collègue Chloé Vergne, qui est assistante SQVT, on a décidé de déployer le jeu Talent et Handicap pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui. Voilà, en 2024. Donc, on l'a déployé auprès de plusieurs petits groupes de salariés. On a eu très bons retours, mais on s'est vite aperçu que les plus jeunes salariés, les plus jeunes recrues, les plus jeunes embauchés avaient du mal à retrouver les personnalités, étaient un petit peu perdus. Donc, de là est venue l'idée de mettre à jour les fiches en respectant cette diversité au niveau, alors aussi bien au niveau des grandes familles de handicap que des différents domaines, que ce soit le domaine sportif, le domaine politique, le domaine historique. Donc on a commencé avec ma collègue Chloé à réfléchir ensemble et on a listé un certain nombre de personnalités que l'on connaissait déjà, contemporaines, qui étaient porteuses d'un handicap. Et ensuite, on s'est tourné vers l'intelligence artificielle générative pour trouver de nouvelles personnalités porteuses de handicap. Et on l'a utilisé aussi pour... du coup, avec toute l'information, toute la matière qu'on avait rassemblée pour établir ces petites fiches de jeu, les petites fiches questionnaires, mais sous forme de fiches type questions pour un champion. Alors c'est vrai que ce qui nous a marqué avec Chloé quand on a eu recours à l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on a vérifié toutes nos sources parce que bien souvent, on avait des personnalités qui se retrouvaient avec des handicaps dont elles n'étaient pas porteuses, ou bien des sportifs de haut niveau qui se retrouvaient participer à des Jeux Olympiques qui n'étaient pas la bonne année. Voilà, par exemple. Donc, il y a eu un grand travail de vérification derrière. Ce jeu, donc, on le voit à l'écran, ça se divise en familles d'handicap. Effectivement, c'est comme une question pour un champion. Oui. C'est un jeu acheté auprès de Gustuno, notre partenaire. Il y a effectivement des personnages. Le choix qui a été fait à l'époque par Gustuno, c'était X palette de personnages. Et vous êtes allé chercher des nouveaux personnages plus récents, qui parlent un peu plus peut-être. Et un jour, vous me faites savoir que vous avez mis à jour le jeu. Oui. Donc effectivement, la mission handicap nationale a trouvé l'idée géniale et on vous remercie encore. On s'est saisi du coup de ces cartes qui ont été retranscrites. On a enrichi le manuel pour qu'il y ait vraiment la possibilité d'animer au-delà de la question, mais aussi d'apporter du contenu en lien avec l'ancien jeu. On n'a pas inventé les choses. Et à partir de demain, le jeu sera disponible dans la dématérialisée, toujours sur la banque documentaire avec les nouvelles affiches. Donc vous pourrez aussi créer votre propre plateau. En fait, nous, on a mis une séquence, on vous la conseille, mais on a à la fin du jeu toute la totalité des cartes qu'on peut déplacer et reconstruire. Quel message pour vous aujourd'hui il est important de porter aux organismes au travers de ce jeu, mais au travers aussi de tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre DRSM pour accompagner une politique handicap? Alors, c'est vrai qu'on a mis en place un plan d'action également. Alors, on n'a pas fait appel à la GFIP comme Rachida tout à l'heure, mais on a pu s'appuyer sur l'outil d'autodiagnostic
de Lucans. Donc voilà, ce plan d'action nous a permis, entre autres, en 2024, d'atteindre ce taux d'emploi de 6%, puisqu'on était en dessous auparavant. Et c'est vrai que, je rebondis sur ce que disait Rachida tout à l'heure, c'est vrai que de structurer la démarche, c'est vraiment très important, c'est même la base finalement, même pour tout projet, et surtout quand c'est un projet qui est nouveau et qu'on est un petit peu là pour défricher en fait, hein, on est un petit peu novateur. Et du coup, le message que je pense que je souhaiterais faire passer, c'est que c'est vrai que quand on démarre, quand on est référent handicap, on se sent souvent seul. En fait, parce que la thématique du handicap, elle n'est pas forcément porteuse de sens, dans le sens où les salariés ne se reconnaissent pas. Alors, soit ils ne se reconnaissent pas dans le mot handicap, soit ils ont d'autres priorités. Donc ça, c'est très vrai. Et c'est vrai que du coup, nous, on a vraiment souhaité... moi, j'ai trouvé vraiment très important de se tourner vers les autres et de ne pas rester seul, de s'entourer. C'est vraiment la clé, selon moi. Donc, l'autodiagnostic qu'on a utilisé pour... faire notre état des lieux sur lequel on s'est basé pour construire notre plan d'action a été un vrai plus, puisqu'on a pu mobiliser en interne les différents acteurs de l'entreprise, comme les services RH, le service budget logistique, le service communication et un panel de managers également. On a pu aussi faire appel au conseil du réseau des référents handicap, merci, du Grand Est, voilà, dont Rachida est une des référentes territoriales, avec Joël Bidet. Et donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Et aussi le portage par la direction, comme vous l'avez souligné précédemment dans l'émission. Ça, c'est vrai que c'était un vrai plus. Donc, ce qu'il faut souligner également, je pense, c'est qu'au démarrage, il y a quelques années, quand j'ai été nommée référente handicap et que je devais démarrer. C'est vrai que quand j'entendais mes collègues du réseau des référents handicap témoigner, quand je voyais que la plupart avaient des politiques handicap déjà vraiment bien établies, et je me disais, mais je doutais vraiment d'arriver au même résultat qu'eux. Et en fait, je peux dire aujourd'hui vraiment, je peux témoigner que ça fonctionne en fait de faire cet état des lieux, ce plan d'action. C'est vraiment un parcours. Voilà, il faut y aller étape par étape. Il faut pas être trop gourmand ou vouloir aller trop vite. Il faut vraiment y aller étape par étape. Il y a vraiment, en plus dans l'autodiagnostic, il y a vraiment tous les champs qui sont identifiés et que on a gardé nous dans notre plan d'action parce qu'on les trouvait pertinents et ça nous permettait vraiment de n'omettre aucun champ. Donc, on retrouve le pilotage, le recrutement et l'intégration, le maintien dans l'emploi, la vie et l'évolution du salarié, l'évolution professionnelle, le secteur adapté, le volet communication qui est très important aussi, comme on le soulignait aussi tout à l'heure. Et voilà, du coup, ça prend du temps. Mais ça vaut vraiment la peine de construire cette politique. Alors aujourd'hui, avec ma collègue Chloé, on accompagne les salariés sur une partie de notre temps de travail. Donc, les salariés en situation de handicap, on a des salariés qui nous contactent directement, des managers qui nous contactent directement. Et vraiment, c'est une belle reconnaissance pour tout le travail accompli ces dernières années. Et voilà, si je devais conclure, ce serait de dire que l'inclusion des personnes en situation de handicap... en fait, ça passe par la mobilisation du collectif en interne. C'est vraiment important. Cette force du collectif est vraiment essentielle. Et on peut même aller au-delà en disant que l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est vraiment le terreau de la diversité en entreprise. Voilà, il y a tellement d'autres thématiques à porter en entreprise. Voilà. Merci Hélène. Pour rappel, l'outil d'autodiagnostic dont Hélène nous parle, il est sur le site de Lucans, dans l'espace organisme, sur la page handicap. Cet outil, effectivement, c'est un grand tableau Excel. Je l'ai souvent répété et souvent au référent handicap. N'ayez pas peur de ce tableau parce qu'en fait, il y a énormément d'actions possibles. Il y a plusieurs onglets, mais il faut l'aborder de la manière dont vous l'avez fait. En fait, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Potentiellement, tout ce qui n'est pas fait est à faire, mais pas tout de suite. En fait, il faut prévoir des temporalités, des plans d'action sur plusieurs années. Il faut peut-être
avoir l'envie d'abord de s'attaquer à un onglet plus qu'un autre. Si on fait plus du maintien dans l'emploi, c'est inutile d'aller voir trop dans le détail le recrutement. Et puis peut-être une fois qu'on a assis une belle politique sur le maintien dans l'emploi, aller aussi sur le recrutement ou sur le secteur des achats responsables. Donc effectivement, c'est un outil qui permet la structuration d'un plan d'action sur plusieurs années. C'est ça. L'outil, en fait, est vraiment bien construit puisque on remplit le diagnostic et il faut vraiment prendre le temps de le faire. On ne se dit pas, allez, en 2 jours, c'est fait. Il faut prendre le temps de rencontrer les différentes parties prenantes de l'entreprise, prendre le temps d'aller dans le détail parce que chaque onglet donc, qui correspond à une thématique permet d'arriver à une cotation. Et en fonction de cette cotation, donc voilà, c'est sur, je sais plus, sur 20, sur 10 ou sur 20, mais ça permet vraiment de dégager les priorités. Effectivement, de se dire, peut-être que la priorité, c'est le maintien dans l'emploi et on va partir là-dessus. Et puis, si on fait un plan biannuel ou triennal, on se dit, voilà, on met le paquet la première année sur cette thématique et puis l'année d'après, on ira plus sur le recrutement. La sensibilisation, je dirais que c'est peut-être un petit peu la seule thématique qu'il faut vraiment, c'est un peu le fil rouge, voilà, qu'il faut garder vraiment de manière pérenne tout au long du plan d'action. Ouais. Et merci Hélène pour ce témoignage. Et justement, pour continuer sur l'offre de services de la mission handicap, mais aussi pour parler de sensibilisation qui est tellement importante, c'est quelque chose qu'on porte depuis le début. On vous a mis à disposition des flyers. C'est les flyers qui rassemblent la totalité de l'offre de services de la mission handicap. Donc, ils sont à votre disposition, toujours sur la page handicap sur le site ucans.fr dans l'espace organisme. Il y a 5 flyers. Il y a un flyer qui est dédié à la direction, au portage de la politique handicap. Quels sont donc tous les outils pour porter cette politique handicap? On retrouve des outils, on retrouve des formations, on retrouve des accès à des plateformes. On a celui-là dédié spécifiquement pour les managers. Si vous voulez, par exemple, sensibiliser des managers, vous pouvez directement remettre le flyer et dans ce flyer, un dématérialisé, c'est mieux parce que comme ça, les liens fonctionnent. Les managers peuvent aller directement sur le secteur qui peut les intéresser. Bien évidemment, on ne peut pas que remettre le flyer. Il faut qu'on l'accompagne de sensibilisation. Le référent handicap, les services RH doivent toujours être là en soutien de ces actions-là. Mais ça permet en fait de mieux visualiser selon le public cible les outils que la mission handicap met à disposition. Donc j'ai dit un flyer pour la direction ou le pilotage, un flyer pour les managers, un directement pour les collaborateurs, un pour les recruteurs. C'est un rôle très important qui joue une action fondamentale dans la politique handicap. Et après, il y a un flyer, un appui du référent handicap pour accompagner les collaborateurs. Donc, c'est tout à fait normal que vous avez presque 2 flyers qui se rassemblent, mais en fait, dans celui-là, pour le référent handicap, il y a des outils en plus qui ne peuvent pas être un accès direct pour le collaborateur, et donc, il faut le référent territorial derrière. Avec ces flyers-là, on lance notre campagne de sensibilisation à la RQTH. Donc les visuels, ils sont nouveaux. On les voit ici, ils sont encore en finalisation. La campagne, je vous adresserai dans les prochains jours un document pour vous permettre de parler à vos directions et permettre de faire valider la diffusion de cette campagne au sein de l'organisme. L'idée, c'est quoi? C'est en fait d'avoir un ton humoristique pour lever les freins à la reconnaissance du handicap. Donc, on a une citation humoristique, on a un claim, un rime pour mémoriser mieux, en fait. On a une explication un peu plus détaillée de qu'est-ce que c'est la RQTH et on a une personnalisation avec votre logo. Donc, chaque organisme pourra apposer son logo et on a un lien opposé son logo. On a un lien et le lien va pointer sur une page et la page, elle va être enrichie avec des outils de la mission handicap mis à disposition, mais aussi en fait des textes. Le renvoi par exemple vers les maladies chroniques. Donc cette campagne, elle est issue d'un travail fait avec la mission handicap nationale et les référents territoriaux d'abord, qui nous ont remonté le besoin en local de mieux porter la RQTH, mais aussi un travail avec la direction communication de l'UCANS qui nous a vraiment accompagnés pour monter cette campagne.
Avant de passer, on est presque à la fin, de passer aux questions-réponses, je vous rappelle que vous avez un questionnaire, je vous remercie d'y répondre. C'est très utile pour nous d'avoir votre avis sur nos émissions et aussi parfois vos conseils. Et là, je vais vérifier du coup si on a quelques questions. Il y en a une. Oui, Antoine ? Donc, la question, elle est pour toi, Audrey. Est-ce que suite au duodé, il y a quelque chose qui va se passer encore? Est-ce qu'il y a eu... Alors, dans la plupart des cas, on parle de recrutement, même si ce n'est pas l'objectif du duodé, mais un stage peut-être. La question veut savoir si, à la suite de certains duodés, il y a pu avoir quelque chose. On a eu dans un établissement une personne qui était venue faire son duodé dans un service RH et qui a eu après un stage. Voilà. Après, il faut voir la durée du stage. Là, ça a pu se faire. Et voilà. Bien sûr, ça dépend toujours des opportunités locales. Ça dépend des opportunités et puis voilà de l'accompagnement qu'on peut faire au niveau de ce stage. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, donc je vais clôturer cette émission. Merci à tous les intervenants. Merci à vous d'avoir été présents pour cette émission et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous de l'inclusion.